Bonjour à tous, chers clients, mesdames, messieurs. Merci pour votre présence. Et puis moi, de mon côté, je suis ravie de continuer à partager avec vous les perspectives, notre lecture de l'environnement. Face à des professionnels, je vais éviter de vous parler de hard et de soft landing, mais je voudrais néanmoins partager avec vous l'analyse qu'on a des forces cycliques versus des forces structurelles qui nous permettent de comprendre un peu ce qui se passe dans l'environnement économique et financier. Alors je vais commencer par les forces cycliques qui sont de deux ordres, qui sont déjà apparentes sur la plupart des indicateurs économiques. Les premières forces cycliques qui sont apparues et qui sont sous tassement, sous ralentissement, c'est bien évidemment le commerce mondial. Le commerce mondial, des échanges qui sont dans des secteurs qui devaient s'ajuster, secteur de la santé, après la crise du Covid et l'emballement de ces échanges, secteur des matières premières, bien entendu, des semi-conducteurs, où on a créé des capacités massives au moment de la crise du Covid et au sortir pour générer cette demande forte, et on va revenir là-dessus, qui est liée aux transitions. Et puis, secteur de l'automobile, qui est un des secteurs les plus cycliques. Donc, clairement, cet ajustement part du commerce mondial, avec en plus une appréciation du dollar qui a rajouté des éléments. Et lorsque cette initiation vient du commerce mondial, en général, les entreprises qui perdent un peu leur perspective de croissance, eh bien, ajustent leurs investissements, ajustent leur programme d'investissement. Mais si on prend la Suisse, qui est ici représentée dans ces deux types d'investissements au niveau des acteurs privés, eh bien, vous avez les bâtonnets rouges qui vous illustrent les investissements en technologie, en innovation, en recherche et développement. Et vous voyez que ces investissements ont à peine connu ce ralentissement, alors que le ralentissement touche clairement un secteur beaucoup plus cyclique, le secteur de la construction, qui, lui, est affecté par la hausse des taux d'intérêt, la hausse des prix des matières premières, le manque de main-d'œuvre, et notamment au sortir de la crise du Covid, les réglementations également. Et puis, on va en parler plus en détail, toute cette évolution liée à la transition énergétique. Donc, l'ajustement du côté des entreprises, il se fait essentiellement au niveau des capacités d'extension liées à la construction, plus que des investissements liés à l'innovation et à l'investissement productif, et je vais revenir là-dessus. Ça, ce sont les deux forces cycliques qui sont les plus affectées par ce mouvement de ralentissement. Mais quand on part d'une croissance des exportations, par exemple, de l'acier, des ferros de plus de 60% en 2021, c'est fort heureux qu'on ait quand même un ralentissement. Même chose au niveau des investissements, on est plutôt sur une phase de tassement cyclique que d'une rupture de la part des entreprises. Et pourquoi on n'a pas cette rupture ? Eh bien parce que derrière, vous avez des nécessités importantes qui sont trois transitions importantes qui nécessitent une réaction structurelle. La première transition dont je souhaite vous parler, c'est la transition démographique. Aujourd'hui, on a, malgré le ralentissement économique, un marché de l'emploi qui continue à progresser à un rythme à Genève de 1,2% annuel. En Suisse, on est encore à 3% de progression de l'emploi. Donc, on a un besoin dans certains secteurs, et la construction est inclus là-dedans, dans la santé, dans des secteurs liés aux services aux entreprises. On a encore une demande de l'emploi qui est structurellement importante. Et donc, il faut faire face à cette demande, d'autant plus qu'on est dans une phase d'ajustement démographique où une bonne partie de la force de travail qui a été assumée par les baby-boomers eh bien, doit de plus en plus manquer de cette contribution des baby-boomers. Donc, il faut trouver des solutions pour pouvoir continuer à avoir une productivité des revenus pour les entreprises. Quelles solutions on trouve ? La première, à Genève et en Suisse,
c'est d'avoir une immigration de qualité, de talent, puisqu'entre, et ça je vais vous le montrer tout de suite, entre 50 et 60% de l'immigration a un diplôme de 3e cycle, ce qui veut dire qu'on a réellement une attractivité par rapport au talent et qu'on peut donc continuer à travailler sur des pôles de compétences en Suisse ou même à Genève. Et comment on travaille sur ces pôles de compétences? Eh bien, en embrassant les innovations, en continuant à investir dans la digitalisation, deuxième grande transition indispensable pour la réponse à cette transition démographique, en investissant en technologie, en digitalisation, en robotisation, en intelligence artificielle. Et même si on peut craindre certains effets de ChatGPT ou de l'intelligence artificielle, si vous souhaitez, comme c'est illustré ici, créer une productivité d'un secteur qui est clairement en retard. Vous voyez que la productivité, pour prendre l'exemple de l'Allemagne, elle est assumée essentiellement, la progression, par le secteur manufacturier. On comprend bien, c'est le secteur qui a le plus de capital, d'équipement versus de main-d'œuvre. Pour pouvoir continuer à générer de la productivité aujourd'hui, il faut s'associer à l'innovation pour aider la productivité du secteur des services qui est plus en retard. Et la ChatGPT, l'intelligence artificielle, c'est une façon de pouvoir investir dans la productivité future de ce service qui, vous le savez, ces services, pardon, qui, vous le savez, dans nos économies sont déterminants. Et c'est là où on va avoir une problématique de main-d'œuvre, bien évidemment, dans le futur. Donc, transition digitale technologique, indispensable pour continuer à répondre à cette évolution démographique. Et je passerai rapidement sur la 3e transition qui continue à occuper nos entreprises. C'est évidemment la transition énergétique. Vous allez en parler dans le domaine de l'immobilier. Et c'est important d'en parler dans le domaine de l'immobilier. Vous avez ici une illustration qui a été évaluée en 2021. Bien évidemment, il y a certainement des mises à jour par rapport à cela. Des investissements nécessaires selon les secteurs pour parvenir à cet objectif carbone zéro. Aujourd'hui, à Genève, l'habitant continue à consommer 10 tonnes de carbone par an ou émettre 10 tonnes de carbone par an. L'objectif, c'est 1 tonne par habitant. Donc forcément, il faut investir pour cet objectif. Et il est évident que les 2 secteurs les plus touchés, le premier en Suisse, et c'est particulier à la Suisse, c'est le secteur de l'automobile des véhicules légers, c'est-à-dire les véhicules des particuliers. On a encore des gros calibres qu'il faut pouvoir adapter. Et deuxième gros secteur dans lequel il faut investir pour obtenir cet objectif, c'est le secteur de l'immobilier. Et vous êtes les premiers concernés par ces évolutions-là. Donc ça nécessite le développement d'innovation, de pôles de compétences et puis d'investissements importants qui vont pouvoir augmenter la rentabilité d'un projet immobilier. Donc à nouveau, des opportunités plus que des contraintes, même si, bien entendu, on a une série de contraintes. Donc si on met ensemble ces forces cycliques avec ces forces structurelles, il est difficile aujourd'hui de vous défendre une rupture complète, sauf accident qui pourrait survenir comme une crise du Covid. Mais pour pouvoir avoir une rupture aussi forte que la crise du Covid ou la crise financière, il faut réellement avoir un accident supplémentaire face à ces forces de résilience qui absorbe partiellement le ralentissement cyclique des secteurs dont je vous ai parlé. Alors, est-ce que l'inflation est le facteur qui va créer cette rupture ? On a vu l'inflation 2021-2022 qui s'envolait. On voit aujourd'hui le tassement de cette inflation qui est en cours. De nouveau, les tassements en cours, ce sont des tassements cycliques. On va de plus en plus avoir des forces structurelles derrière l'inflation. Mais est-ce que ces forces structurelles sont forcément sur des niveaux incontrôlables ? N'oublions pas que l'entreprise suisse, systématiquement depuis 30 ans, connaît une inflation de ses prix
de 3% minimum, et c'est lié au taux de change et l'entreprise suite est exposée à l'exportation. Donc, elle a su faire face à une inflation de 3%. Donc, une inflation de l'ordre de 1 à 2% structurelle qui serait un retour vers ce qu'on a connu précédemment, c'est quelque chose qui est tout à fait contrôlable. Et donc, est-ce que les taux d'intérêt qui ont atteint des niveaux aussi élevés ces derniers temps, est-ce qu'ils sont suffisamment élevés que pour interrompre l'activité? La réponse, c'est surtout la dynamique de l'an dernier qui a été une contrainte pour la plupart des investisseurs et notamment pour les investisseurs financiers, puisqu'on a vu un ajustement de toutes les classes d'actifs en réponse à cette augmentation rapide des taux d'intérêt. Maintenant, quand on a des taux hypothécaires à 2,9% en Suisse, est-ce que réellement ce sont des taux qui créent une rupture? Et la réponse, c'est si vous avez une structure d'inflation qui est une structure autour de 1 à 2%, est-ce que réellement 2,9% de taux hypothécaires, ce sont des taux qui vont créer la rupture? La réponse, c'est non. On est plutôt dans une phase de normalisation des taux. Et ces taux, qu'est-ce qu'ils engendrent au niveau positif? C'est qu'aujourd'hui, le risque est rémunéré. Et donc, la sélection du projet devient de plus en plus importante, alors que pendant des années, avec des taux négatifs, finalement, cette sélection des projets avait moins d'importance. Conséquence de cela, vous continuez à avoir une progression des crédits et un rôle de la BNS. Vous qui êtes professionnel, vous comprenez bien ce graphe. Ce graphe, il vous illustre la courbe jaune, la masse monétaire, la liquidité mise dans le système depuis la crise de 2008. On a beaucoup accusé les banques centrales d'en faire de trop, c'est vrai. Mais si on regarde la BNS, elle a depuis plusieurs mois réabsorbé, en vendant ses réserves de change, réabsorbé pas mal de cet excès d'activité. Et on voit que la progression des crédits, et notamment des crédits aux particuliers, se poursuit à un rythme plus modéré que précédemment, 2,1%, on était plutôt sur des rythmes de 3%, mais à nouveau, on n'est pas dans une rupture au niveau de la progression. Et ça se voit également dans les prix de l'immobilier. On va traiter le sujet toute la matinée, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on voit clairement que les prix de l'immobilier en Suisse, à Genève, se tassent. On n'a plus de progression trimestrielle, mais on a des légères contractions, moins 0,6% pour les derniers trimestres. Ça n'est de nouveau pas le signal d'une rupture, c'est le signal d'une modération après cette accélération un peu exagérée au moment de la crise du Covid et surtout à la sortie de cette crise. Donc une modération avec du côté du commercial, et vous approfondirez cette partie-là, ce segment-là, du côté du commercial avec une problématique qui est propre, qui est plutôt liée à certaines régions, et donc on ne peut pas extrapoler à l'ensemble de la classe d'actifs. Donc je vais laisser l'analyse à mon collègue, Monsieur Closet. Je ne vais pas commenter non plus le travail de M. Closet qui est d'analyser cette classe d'actifs au sein même des portefeuilles. Mais ce qui est important de comprendre pour l'introduire, c'est que l'immobilier aime l'inflation, premier facteur, mais l'immobilier aime aussi la croissance. Et donc, cette classe d'actifs qui a longtemps été assimilée à un rendement obligataire parce qu'on était dans des phases de taux négatifs, attention, c'est une classe d'actifs assez particulière qui ne doit pas être un substitut automatique à l'obligataire. Voilà, je terminerai quelques conclusions que je vais vous donner à partir des chiffres, parce que vous aimez les chiffres, des chiffres de modération de croissance. Pourquoi ? Parce que
à cette phase cyclique de ralentissement indispensable, on a des forces structurelles qui sont importantes, qui maintiennent le marché du travail et donc qui maintiennent le revenu du travail, important pour assurer une toile de fond, on va dire, de la croissance, avec des taux d'intérêt qui, certes, sont remontés très rapidement, mais qui aujourd'hui atteignent des niveaux qui pourraient tout à fait faire face à une inflation structurelle un peu plus élevée que ce qu'on a connu ces dernières années de déflation. Donc des taux d'intérêt, en tout cas sur les échéances plus longues, qui se maintiennent au niveau proche de ce qu'on a connu aujourd'hui. Un taux de change, on peut revenir là-dessus, je pense que ce n'est pas vraiment l'objet de votre préoccupation aujourd'hui, mais un taux de change qui, pour l'instant, est clairement sous l'influence des liquidités dont je vous parlais précédemment et de ce travail de la BNS de vendre ses réserves étrangères. Voilà, je vous laisse sur ces quelques chiffres et bien entendu, je serai à disposition pour les questions éventuelles. Merci beaucoup Valérie Lemaigre pour cet exposé.